Bonjour à toutes et à tous. On est là aujourd'hui pour cette session de formation dans le cadre des livrets de la France Insoumise et surtout dans le cadre du livret Justice. Et on s'intéresse aujourd'hui au Conseil de prud'homme. On a intitulé ça les conseils de prud'homme entre manque de moyens et lutte des classes, quelque chose comme ça. Et l'objectif, c'est de revenir sur cette institution, sur cette juridiction qui est un peu particulière, qui concentre beaucoup de choses de notre société et qui est en fait est assez méconnue, parce que quand on parle de justice, on parle beaucoup de droit pénal, on parle beaucoup d'affaires, des assises, on parle beaucoup de Nordal-Lelandais, on parle beaucoup de la spécialité du garde des Sceaux du Pont-Moretti, qui d'ailleurs ne parle quasiment que de ça dans ses sorties médiatiques. Et on oublie les juridictions civiles et les juridictions prud'homales qui pourtant en fait produisent l'essentiel des décisions qui sont rendues dans notre pays. Donc, et aujourd'hui, pour parler de ce conseil de prud'homme, on a invité Myriam Ghenim, avec laquelle on va discuter aujourd'hui, qui est avocate au barreau de la Seine-Saint-Denis, qui fait du droit du travail, qui est désormais même spécialiste en droit du travail, la classe. Et donc on va discuter. Moi je ne me suis pas présenté, je suis Xavier Robert, c'est mon nom de scène. Je suis co-animateur du livret Justice de la France Insoumise et je suis moi-même avocat en droit du travail. Donc on va faire une discussion de spécialistes, on va faire en sorte d'être un peu pédagogue pour vous dire un petit peu ce que c'est le Conseil de prud'homme et puis les enjeux de la situation actuelle et de quelle manière peut-être on pourrait envisager demain une réforme, des réformes de cette juridiction pour qu'elle fonctionne un peu mieux qu'elle ne fonctionne aujourd'hui. Bon, peut-être on peut commencer en disant en vous invitant à lire un super article qui est apparu dans Le Monde diplomatique de mai, donc de ce mois-ci, et qui s'intitule « Une justice au bord de l'implosion », qui compile l'ensemble des problématiques, enfin un bon nombre des problématiques qui sont rencontrées par l'institution judiciaire dans son ensemble, qui a été vachement retardée du fait du Covid, enfin du premier confinement au cours duquel l'activité judiciaire s'est complètement arrêtée quasiment, à part référer et le contentieux pénal d'urgence, voilà. Et puis aussi la grève des avocats. Et tout ça est venu en fait alourdir un retard qui était consubstantiel aux juridictions en fait. Et désormais on a des délais énormes de traitement des dossiers. Je ne sais pas si ça s'est alourdi, toi, Myriam, à Bobigny. Oui, la situation, effectivement, déjà merci pour cette invitation. Xavier, ce que tu dis est très juste dans le sens où la justice du quotidien, ce qui concerne le plus les gens, c'est la justice civile. C'est vrai que la justice pénale est plus spectaculaire, mais les gens finalement ont besoin effectivement de contester des choses contre leur employeur, de contester un certain nombre de loyers avec des difficultés avec leur bailleur, etc. Donc c'est ça la justice du quotidien et c'est celle-ci qui est le plus en difficulté et c'est sur celle-ci qu'à mon avis on doit travailler. Sur la question des délais, effectivement les délais de justice civile sont absolument excessifs, totalement déraisonnables. En Seine-Saint-Denis, on a actuellement des divorces en 9 mois. Par exemple, alors je sais que ce n'est pas le sujet qui nous occupe aujourd'hui, mais c'est pour donner un ordre d'idée. Quand on doit prendre des mesures urgentes pour sa vie de famille, il faut attendre 9 mois en Seine-Saint-Denis. En droit du travail, c'est très variable, ça dépend un peu des juridictions. Mais la réponse est un peu, entre guillemets, c'est souvent des pansements. On nous dit, on va mettre là, du Pont-Moretti vient d'annoncer 2000 vacataires contractuels. Ouais. Alors que ce dont on a besoin, c'est clairement des magistrats et des greffiers, parce qu'en fait, c'est comme ça que les décisions de justice sont rendues. C'est pas des gens qui vont faire un travail derrière. C'est pas péjoratif pour les juristes, mais c'est pas eux qui rendent les décisions. Donc il faut à un moment donné qu'on se donne les moyens. Je crois qu'à Bobigny, actuellement, les délais pour avoir une première audience sont entre 3 et 6 mois selon les sections. J'ai pas les statistiques dans les autres juridictions, mais après tout le reste dure, parce qu'en fait, on a une première audience qui s'appelle le bureau de conciliation. Ensuite, on a une seconde audience au bureau de jugement, et je crois que c'est encore 6 mois pour certains tribunaux. Ensuite, on peut avoir un départage, et c'est là où souvent le bas blesse. À Paris, je crois que c'est presque entre 18 et 24 mois. Ouais.
Donc effectivement, quand je reçois un client, je pense que tu lui dis pareil, je lui dis monsieur, on est parti pour 2 ans minimum pour la première instance, et la cour d'appel c'est encore pire, on en a facilement pour 2 ans et demi à 3 ans, donc on part sur un combat long. Et je crois que cette question de la durée, en tout cas moi c'est comme ça qu'on me l'a enseigné dès le départ, elle est extrêmement défavorable aux salariés, c'est clair. L'employeur, qu'il paye maintenant ou dans 5 ans, finalement, lui c'est beaucoup plus favorable pour lui de payer à plus long terme, alors que le salarié a des besoins très immédiats, et donc c'est pour ça que c'est extrêmement urgent de travailler sur cette question des délais. Les délais, ouais. Urgent pour favoriser l'application de la loi et pour favoriser l'obtention des droits par les salariés. Un recours effectif, quoi, que ça soit vraiment que ça ait du sens de faire un recours contre son employeur. Ouais. C'est vrai que 5 ans sans les salaires qu'on nous doit, 5 ans sans les indemnités de licenciement qu'on nous doit, c'est 5 ans de galère, alors que pour l'employeur, en fait, c'est la possibilité de provisionner et d'être dans une situation, en fait, de rallonger, en fait, ce délai-là, et pour ne pas avoir à payer ou payer le plus tard possible. À Paris, c'est effectivement, alors c'est très inégal, et c'est un sujet sur lequel je voulais qu'on discute. C'est qu'en réalité, il y a de moins en moins de saisines dans certaines sections du Conseil de prud'homme. Parce que pour vous dire en 2 mots, le Conseil de prud'homme est divisé en différentes sections qui sont autant de spécialités en fait. Donc il y a la section agriculture, qui n'est pas la section la plus intense à Paris, par exemple, à part les salariés du Crédit Agricole, qui sont toujours à la section agriculture. Il y a la section commerce, il y a la section industrie pour les salariés de la sidérurgie, de la métallurgie, etc. Pas que, moi j'ai beaucoup de boulangers en industrie. Ah ouais, du coup, ça fait encore un peu de monde. Ah, c'est drôle. Beaucoup de boulangers. Et puis il y a activités diverses. Donc là, c'est un peu le pot pourri. Vous avez plein de choses différentes. Moi, j'ai des salariés d'un cabinet de dentiste, par exemple, devant activités diverses. Il y a la sécurité, le nettoyage. Donc, dans le tertiaire, il y a quand même pas mal de gens qui sont concernés par cette section. Les nouveaux métiers, un peu. Et puis, enfin, de vieux métiers, mais qui sont beaucoup développés en France. Et puis, la dernière section, c'est la section encadrement. Donc, c'est une section spéciale pour les cadres. Peu importe la spécialité qui est la vôtre ou celle de votre entreprise, à partir du moment où vous avez le statut cadre, vous passez à la section encadrement. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est qu'à Paris et ailleurs, en France et en Île-de-France, on a une baisse drastique du nombre de saisines prud'homales et une augmentation, enfin pas une augmentation, mais une stabilité des saisines de cadres. Et en fait, on s'en rend compte de quelle manière? C'est que quand on saisit à l'industrie, par exemple, à Paris, on a une audience de bureau de conciliation, c'est la première audience, aux alentours de 2-3 mois. C'est très rapide. Donc ça devient très rapide pour ces sections-là qui ont de moins en moins de dossiers, donc qui peuvent les traiter. Et puis, par contre, la section encadrement qui est complètement bouchée. Donc à Paris, désormais, pour un BCO, bureau de conciliation et d'orientation, c'est 8 mois. 8 à 9 mois. Nanterre, c'est 1 an. Ah oui. C'est même 1 an. Boulogne, c'est 1 an. Boulogne, c'est 1 an désormais. Donc ça devient délirant, à tel point que certains conseils de prud'homme, on peut saisir en fait le procureur de la République près de la cour d'appel dont il dépend pour demander une délocalisation sur un autre prud'homme qui serait moins engorgé. Maintenant, c'est ça qui se passe, quoi. On gère les flux en attribuant à des conseils de prud'homme qui sont un peu plus éloignés, genre Montmorency, qui sont moins chargés. Donc on en est là, quoi, en traitement, au lieu d'apporter les réponses aux différentes sections et aux différents conseils de prud'homme, on gère les flux de cette manière-là et ça n'a pas de sens, c'est pas du tout satisfaisant. Et sur le même sujet, sur les actions du coup, nous on peut faire en tant qu'avocat pour justement essayer de pallier, alors pas à cette durée excessive, mais pour que les gens soient indemnisés de cette durée excessive. Il y a un certain nombre de confrères qui ont fait des actions contre l'État, contre du coup ces délais qui sont totalement délirants. C'est des actions contre l'agent judiciaire du Trésor, qui est une procédure civile pour demander du coup une indemnisation pour nos clients qui ont eu des procédures trop longues et on considère que c'est pas conforme au droit au procès équitable qui est protégé par le droit européen.
Donc il y a un certain nombre de confrères qui l'avaient fait en droit de la famille. En droit social, je pense que ça remonte à 2013, les actions, Ouais, les c'est dernières ça, actions. 2013-14. Et je crois que là, tu me disais qu'il y avait des confrères à Bordeaux qui recommençaient Ouais. à faire cette action-là. C'est ça. En fait, dans le cadre de notre syndicat, parce qu'on va le dire, on est membre du syndicat des avocats de France, qui est le syndicat classé à gauche de la profession. C'est peut-être le seul, en fait. Et en fait, il y a effectivement la volonté avec la section sociale du syndicat de faire plusieurs actions collectives dans ce genre-là. Je trouve ça très intéressant. Et ils ont commencé à le faire à Bordeaux. Et donc il y a une action en ce moment à Bordeaux qui a été entamée par les consoeurs bordelaises qui sont très impliquées dans la défense salariale, elles sont super. Et on en parle d'ailleurs dans l'article du Monde diplomatique que je vous invite encore une fois à lire. Voilà une des manières pour les avocats de saisir un recours qui est simplement un recours indemnitaire, mais c'est déjà pas mal pour les salariés, et d'en faire un outil politique en fait, de propagande, pour venir dire attention, l'État français se met à la faute au regard du droit européen. Oui, l'État est défaillant, et en plus, ce qui est assez intéressant dans ces dossiers-là, c'est que les magistrats réagissent extrêmement bien, parce qu'en fait, eux aussi souffrent de ce manque de moyens, de ces conditions de travail déplorables, et donc ils ont tendance à suivre un peu ces dossiers-là, en disant effectivement c'est pas normal qu'on doive juger dans ces conditions-là. Je trouve que c'est assez symbolique parce qu'effectivement ils rendent la justice dans des conditions qui ne sont pas complètement normales. Et oui, parce que c'est vrai que nous on parle souvent de nous et de nos clients, ou en tout cas des salariés que l'on défend, pour dire que c'est des délais excessifs, et il faut aussi voir que les greffiers et les magistrats travaillent vraiment avec des outils de misère, des bécanes qui ne fonctionnent plus, dans des locaux qui prennent l'eau, enfin bref, tout ça on l'a dit et redit, mais c'est vrai que la justice est parfois mal rendue parce qu'elle est mal dotée en ressources humaines, financières et foncières aussi. Il y a vraiment un gros souci de ce côté-là. Bon, le constat des délais, on vient de le faire. J'ai commencé à embrayer un petit peu sur le constat de la baisse tendancielle du nombre de saisines. Parce que ça, c'est une sorte de paradoxe. C'est qu'en réalité, il y a de moins en moins de saisines du Conseil de prud'homme, mais il est toujours aussi engorgé, et même plus engorgé désormais. Après, tu le sais comme moi, si on a moins de saisines, c'est aussi parce que, par des lois successives, il a été rendu plus difficile de saisir le Conseil des prud'hommes, et notamment pour des salariés mal armés. C'est pour ça que, du coup, les cadres continuent de saisir, parce qu'ils ont aussi probablement plus les moyens d'avoir recours à des avocats, des conseillers juridiques, etc., alors que les personnes qui ont moins de ressources ont moins ce réflexe-là. Et remplir une saisine prud'homme maintenant, c'est extrêmement compliqué. C'est d'un point de vue pratique. Il faut fournir un certain nombre de documents, il faut remplir des formulaires. Alors effectivement, quand on est analphabète, comme ça peut être le cas d'un certain nombre de nos clients, c'est vraiment une mission très difficile et très compliquée. Et donc je pense que clairement, la complexification par la loi, je crois que c'est les lois Macron... c'est ça, il faut la nommer, c'est loi Macron 2015. Voilà, déjà à l'époque. Il était là déjà pour sévir. En tant que ministre de l'économie. Ouais, il a rendu très difficile la saisine des conseils des prud'hommes, ce qui a fait sensiblement chuter dans les sections où effectivement c'est plus une population d'ouvriers ou d'employés, où ils se disent c'est très compliqué quand même de saisir le conseil des prud'hommes, ils n'ont pas forcément les réseaux pour avoir des avocats. Et les défenseurs syndicaux ne sont pas implantés partout de manière équitable sur le territoire, donc c'est aussi pour ça que ça a été, à mon sens, on a eu une baisse aussi, à mon sens, à cause de ça. Ouais. Ce serait intéressant aussi de voir, au niveau statistique, des statistiques genrées qui montreraient que peut-être, je l'avance comme ça, mais j'en suis à peu près sûr, que peut-être en réalité, comme les femmes sont maintenues dans des postes qui ne sont pas des postes d'encadrement, même si désormais il y a beaucoup de femmes cadres, cette désertification des conseils de prud'homme dans les sections qui ne sont pas la section encadrement est majoritairement défavorable aux femmes, parce qu'elles constituent une majorité de ces troupes-là qui ne saisissent plus. Ce serait intéressant de voir ça. On peut lister d'ailleurs
les lois successives et les responsables successifs en fait de cette désertification du Conseil de prud'homme. Parce que moi j'ai retenu un chiffre pour aujourd'hui, c'est globalement, hein, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est en 2008, le pic du nombre de saisines du Conseil de prud'homme, c'est 220 000 saisines par an, annuelles. Et à partir de 2008 et jusqu'à 2019, il y a eu une division par 2 du nombre de saisines. Donc on en est là un peu au-dessus de 100 000. Donc il y a 120 000 personnes par an qui ne saisissent plus le Conseil de prud'homme, qui le saisissaient à l'époque. Et on peut évaluer, il y a à peu près le taux de victoire des salariés, c'est à peu près 70%, je crois, devant le Conseil de prud'homme. Donc il y a en gros un déni de justice pour 70% de 120 000 personnes. Bon, ça fait un peu de calcul, je vous laisse faire ça à la maison, mais c'est délirant. C'est-à-dire que c'est des gens qui ont des droits, mais qui ne les font plus valoir. Mais qui les font plus valoir. Et tout ça, c'est les seuls bénéficiaires, c'est le patronat. Bien sûr, bien sûr. Mais effectivement, là où tu as raison, c'est que c'est par un certain nombre de réformes législatives qu'on en est arrivé, à mon avis, à ces chiffres-là. Alors, la première, c'est, on dit souvent, c'est la convention, c'est la rupture conventionnelle, avec, donc c'est Sarkozy 2008. Ça, c'est le premier coup de Trafalgar, parce qu'en gros, la rupture conventionnelle, on vous la fait courte, mais c'est une façon de se séparer de son salarié sans avoir à le licencier. C'est ça. On lui dit, en gros, on ne veut plus trop de toi. Bon, soit on te licencie pour faute grave tout de suite, et puis tu touches aucune indemnité, soit on se met d'accord, on signe un petit papier, et puis tu vas voir ailleurs, et puis tu peux bénéficier du chômage. C'est ça. C'est le chantage. C'est du chantage sur le dos des assédiques et de Pôle emploi. Que tout le monde paye, du coup. Que tout le monde paye, voilà. Donc c'est la collectivité qui vient en fait payer pour quelque chose que devrait faire l'employeur, c'est-à-dire payer des indemnités de rupture. Ou garder un salarié, parce que c'est comme ça qu'est prévu le Code du travail. Donc la rupture conventionnelle a augmenté le nombre de séparations non contentieuses, donc de ruptures non contentieuses du contrat de travail, et donc a désertifié un petit peu les conseils de prud'homme. Du coup, pour compléter, les gens qui font des ruptures conventionnelles, derrière, on a assez peu de succès devant un conseil des prud'hommes pour contester cette rupture, pour plein de raisons juridiques sur le consentement, etc. Mais du coup, il y a assez peu de gens qui vont sur la rupture conventionnelle, quoi. Donc ça, c'est rupture co, c'est le premier coup de Trafalgar. Ensuite, on ne vous les fait pas toutes, mais moi j'avais retenu le Macron 2015, avec la complexification des saisines, dans lesquelles notamment on a l'obligation d'ajouter les pièces qui sont numérotées. Et donc, nous déjà, c'est pénible. C'est pénible pour nous. Hein, c'est le gros du travail quand on est avocat de salarié. Donc on n'imagine même pas pour quelqu'un, effectivement, quand tu le disais, qui est analphabète, ou bien même qui est un peu comme certains qui ont un peu peur de tout ce qui est administratif, etc. C'est quelque chose qui est très difficile. Moi, je prends un exemple. J'ai une cliente, j'espère qu'elle ne se reconnaîtra pas, qui est conseillère prud'homale et qui a décidé de saisir elle-même le conseil de prud'homme. Eh ben, je ne vous dis pas la tronche de la saisine. Ça a été fait n'importe comment, alors qu'elle est elle-même formée à cette question. Et je pense que ce n'est pas du tout lié à elle, parce qu'elle est par ailleurs pas du tout bordélique et très intelligente, mais c'est juste que le formulaire, c'est un casse-tête chinois. C'est un casse-tête, c'est un peu ça. Et puis je crois que, pour un certain nombre de... Pardon, je ne suis pas très claire, mais on va peut-être revenir sur l'essence même de ce qu'est un conseil des prud'hommes au départ. Hein. C'est quand même censé être une juridiction simple d'accès, justement parce que c'est une juridiction qui est paritaire, avec des patrons et des salariés qui jugent. Et l'idée, c'était qu'un salarié qui a un problème basique, alors ça commençait à la fin du 19e siècle, donc c'était j'ai pas été payé de mon salaire, j'ai fait grève, j'ai pas été payé, etc., c'était des choses comme ça, puisse accéder facilement à des juges pour que le problème soit tranché par des gens qui ont un rapport avec sa profession. Là, en faisant des choses aussi techniques, on a une professionnalisation. Alors bon, nous on est avocats, donc c'est notre boulot, donc c'est un peu normal, mais ça enlève toute cette partie de la population qui aurait été au prud'homme sans personne finalement, et ça les décourage à mon avis.
qui sont les gens les plus précaires. Bien sûr. Donc ça tombe sur les plus précaires. Ce sont des mesures qui sont très inégalitaires et très défavorables aux gens de peu. Je continue juste ma liste à la Prévert. Moi, j'ai noté aussi 2016 la loi travail. Pas qu'un peu, ouais. Voilà. Et tu peux citer les noms El Khomri et Hollande. El Khomri, Hollande, exact. Ouais. Pour qu'on les tienne responsables de ça. Parce que je pense que ça a été quand même une des plus grandes trahisons. Alors, il y en a eu quelques-unes, hein, mais pendant le quinquennat de Hollande, ça a été une très grosse trahison quand même pour la gauche, quoi. Celle-ci, elle est mastoc. Et pour les salariés, en tout cas. Avec Valls aussi, dans le lot. Oui. On peut tous les mettre. Manuel Valls, si tu nous entends. Manu. Et ensuite, 2017, le plafonnement des indemnités prud'homales. Alors ça, c'est un truc intéressant sur lequel on pourrait faire une émission. En gros, vous connaissez peut-être ce concept des barèmes. Donc Macron, au moment où il est élu, décide de faire passer cette loi qui est une sorte de serpent de mer du patronat, hein, oui, du MEDEF, qu'il le demande depuis très très longtemps et qu'il a obtenu. C'est, en gros, on va venir plafonner les indemnités que vont devoir payer les employeurs qui se sont séparés de manière abusive de leurs salariés. Donc, des gens qui sont dans l'illégalité. En gros, on va diminuer leur risque judiciaire. On va dire, tu peux faire ce que tu veux, tu peux te débarrasser de ce salarié comme tu veux, et à la fin, tu sais déjà le maximum de ce que tu vas payer. Et ce plafond est fixé en fonction de ton ancienneté dans l'entreprise, de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, qui est un critère qui est absolument contestable, parce que tu peux être rentré dans une boîte et avoir un préjudice énorme, parce qu'en fait, c'était toi qui fournissait à ta famille les moyens de sa subsistance, alors que tu peux être pendant 20 ans dans une boîte, alors que en fait, c'est ta femme qui ramène le cash, et c'est pas du tout toi, et donc ton préjudice est beaucoup moins grand. Et donc ça oblige en fait les juges à juger uniquement sur la base... Sur un critère qui n'est pas prégnant. Sur un critère qui n'est pas pertinent, qui n'est pas toujours pertinent. Il peut l'être, il peut ne pas l'être. Moi, je trouve que symboliquement, cette loi, elle est choquante dans le sens où c'est quand même le seul domaine du droit où on dit à quelqu'un, si vous violez la loi, voilà ce que ça va vous coûter. Tu parlais de Nordal Lelandais tout à l'heure, même lui, il ne sait pas combien il va prendre au final. Il sait la peine maximale qu'il va encourir, mais il y a un procès, il y a des juges qui vont décider avec des jurés, etc. Là, en droit du travail, un employeur sait qu'effectivement, peu importe ce qu'il écrit sur la lettre de licenciement, il sera condamné à un maximum, et ça donne du coup des pratiques qui sont complètement délirantes, où ils vont provisionner, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, ils vont mettre de l'argent de côté en disant, voilà, dans 5 ans, quand il aura fini sa procédure très très longue, au pire, voilà ce que je lui paierai. Et ce qui va complètement changer le rapport de force dans l'entreprise. Bien sûr. C'est-à-dire que jusqu'à récemment, quand on dit à un employeur, je vais aller au prud'homme, l'employeur, il dort un peu moins bien la nuit, et il va se poser la question 2-3 fois de la légitimité de son licenciement avant de le faire. Et donc, il va se dire, est-ce que juridiquement j'ai le droit ? J'ai le droit, j'ai pas le droit. Et il va le faire quand il a le droit. Parfois, il le fait quand il n'a pas le droit, et donc on peut le poursuivre. Mais là, désormais, le rapport de force est complètement changé. C'est-à-dire que quand vous allez utiliser ce levier des prud'hommes, il va vous dire, mais de toute façon, la décision sera rendue dans 5 ans. Vous allez devoir payer des avocats, moi j'ai les miens déjà. Hein, et en plus, c'est plafonné. Donc, vous allez certainement devoir payer plus en avocat que ce que ça va, potentiellement ce que vous allez pouvoir récupérer comme indemnité. Et pour les gens qui ont des très faibles anciennetés, ces plafonds étant très bas, c'est entre 0,5 et 3 mois, je crois, pour les gens qui ont jusqu'à 4 ans d'ancienneté, donc ce qui est fréquent dans le monde du travail dans lequel on est, sur les petits boulots tertiaires, sur les gens qui bossent dans le nettoyage, dans la sécurité, il y a une vraie mobilité. Et ces gens-là vont se dire, est-ce que je vais aller au prud'homme pour gagner 0,5 mois de salaire ? Même si c'est fait dans des conditions humiliantes, même si c'est totalement injuste, même si le motif est parfaitement faux, et il y a 1 million de façons de le démontrer, ils se disent, est-ce que ça vaut le coup que j'aille m'embarquer dans un truc juste symboliquement, alors que je vais en tirer aucune indemnisation ou une indemnisation misérable ? Bien sûr que ça fait baisser les saisines, c'est normal, quoi. Les gens,
ils se disent autant passer à autre chose le calcul coût-avantage leur est et défavorable. pas me défendre. Et surtout, je trouve que l'escroquerie dans cette loi, c'était de dire ça va faciliter les embauches. Parce que du coup, finalement, si on met ça en place, c'est pour que les gens puissent être embauchés en CDI. Parce que si on n'embauche pas en CDI, c'est parce qu'on a peur de comment les licencier, ça nous coûte trop cher. Exactement. Mais est-ce qu'il y a eu une contrepartie ? Est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un a vérifié qu'effectivement, suite à cette loi, il y a eu plus d'embauches en CDI, que le chômage a baissé ? Je pense pas. Non, jamais. C'est une vraie escroquerie intellectuelle, vraiment. Qui aboutit à un déni de justice massif. Pour beaucoup de gens qui ne se défendent plus. Et là, sur la dernière période, sur la crise, moi je sais pas toi, mais moi j'ai eu un nombre de ruptures sur des motifs totalement délirants. C'est du délire. Sur le Covid. Et mais ces gens-là, effectivement, ils ont une ancienneté de quelques mois, ils sont en rupture de période d'essai. Ils peuvent rien faire, ils se retrouvent totalement démunis et effectivement, eux n'ont pas accès à la justice. C'est un peu ça le but de cette loi. Ouais. D'autant que l'employeur, s'il est suffisamment vicieux, peut surajouter des choses en profitant de cet effet d'aubaine. Par exemple, pour certains employeurs, une société très connue dans les EHPAD, notamment les maisons de retraite, tous les licenciements se font pour faute grave. Systématiquement, on licencie pour faute grave. Le licenciement disciplinaire pour faute grave, c'est celui pour lequel vous n'avez pas d'indemnisation de votre préavis et vous n'avez pas l'indemnité conventionnelle ou légale de licenciement. Donc en gros, on vous licencie et ça coûte quasiment rien à l'employeur. Il vous fait votre solde de tout compte, il calcule vos congés payés et basta, vous allez pointer à Pôle emploi. Et donc du coup, comme ça devient difficile de saisir que le calcul coût-bénéfice n'est pas bon, ils en profitent pour aller à chaque fois sur une faute grave, comme ça ils ne donnent rien et ils disent aux salariés débrouille-toi maintenant pour aller récupérer ton argent au prix. Ouais. On verra bien si tu arrives. Non mais c'est ça, c'est vraiment la logique. Donc on perd 2 fois et les employeurs gagnent 2 fois. C'est bon. Et c'est une situation, encore une fois, de déni de justice massif dont on ne parle pas. À nouveau, c'est 120 000 personnes par an qui ne saisissent plus. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de tout ça. On s'est dit au niveau des réformes. Ah oui, sur le licenciement éco. Ouais. Effectivement, ce qu'on appelle les grands licenciements économiques, c'est-à-dire quand on fait des plans sociaux. Là aussi, il y a eu un certain nombre de réformes successives qui ont abouti au fait que maintenant, les salariés sont beaucoup plus maltraités que ce qu'ils ont pu l'être avant. Avant, quand il y avait un plan social, les salariés pouvaient saisir un juge pour dire ce plan social est manifestement illégal, vous interrompez, vous recommencez. C'est ce qui a été fait dans certaines boîtes, par exemple, parce que les conditions de sécurité et de santé n'étaient pas respectées. Je pense au Fralib où il y a eu 3 PSE successifs parce qu'à chaque fois ça ne rentrait pas dans les clous et donc ça permettait d'interrompre le processus. Donc c'était vraiment dissuasif pour l'employeur, ça l'obligeait à faire un truc vraiment carré, de donner des vrais moyens pour les salariés qui étaient licenciés, etc. Maintenant, la loi ne nous autorise plus à faire ça. C'est-à-dire qu'on est obligé d'attendre la fin du processus, que le plan soit entre guillemets validé maintenant par l'administration et non plus par un juge, pour pouvoir enfin saisir un juge et lui dire finalement ça n'allait pas. Mais c'est trop tard, on est très très en retard par rapport au sort des salariés. Une fois que l'administration a validé le plan de départ des salariés, donc le plan social, les licenciements peuvent commencer. C'est fini. Donc c'est fini. Donc on fait des contestations de PSE entre guillemets dans l'intérêt des salariés parce que plus tard devant les conseils des prud'hommes quand ils demanderont une indemnisation ils pourront dire mon plan social n'était pas conforme mais ça ne leur permet pas de rester maintenus dans leur emploi pour des boîtes qui continuent de tourner et ça c'est effectivement des lois qui ont été mises en place. Alors ça a été Rebsamen, alors je ne sais plus quelle année, 2014, ouais. Il y a eu Rebsamen, Macron en a rajouté une couche en 2017 aussi dans les lois Macron, c'est lui qui avait intégré la décision de l'administration plutôt que celle du juge, le contrôle de l'administration. Et là donc on se retrouve à l'aube a priori d'une crise économique qui va être assez importante compte tenu de la crise sanitaire et on se trouve totalement démunis face aux moyens qu'on peut mettre en œuvre dans la défense des salariés. Ouais, le constat est assez terrible. Il est temps de changer tout ça. Moi, je voulais qu'on parle un petit peu aussi de notre pratique d'avocat, ou en tout cas notre pratique devant les conseils de prud'homme, parce que
Bon, concrètement, tu as commencé à faire un petit peu l'historique du Conseil de prud'homme tout à l'heure. C'est un vieux truc, en fait, ça date des corporations et ça a survécu à la Révolution. Ça n'est pas passé en fait au tamis de la Révolution qui a tout rationalisé les processus, la justice en général, avec la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, etc. C'est une partie de la justice qui a un peu échappé à ça et qui est toujours tenue par les gens du cru, c'est-à-dire des conseillers employeurs et des conseillers salariés. Des gens qui fonctionnent, qui sont dans le métier en fait, et qu'on considère plus aptes à juger leur père ou les salariés de leur père, ou les patrons de leur père. Voilà. Et donc on a cette donnée-là qui est intéressante, hein, au demeurant, c'est un héritage qu'on peut questionner d'ailleurs, sans forcément le remettre en cause, mais en tout cas, voilà, dans le cadre d'un programme politique, c'est intéressant de se poser la question de savoir si stop ou encore, en tout cas au regard des résultats que ça peut produire. Ça, c'est pour la première instance. Et lorsque vous faites appel, vous arrivez devant une cour d'appel qui est composée de magistrats professionnels. Donc c'est la cour, c'est les magistrats civils qui vont rendre une décision. Et donc, moi, je ne sais pas toi, mais je dis souvent aux salariés qui viennent me voir, attention, en première instance, c'est un peu la loterie. On peut tomber sur des conseillers qui sont très bien, on peut tomber sur des conseillers qui, sont très mauvais, ou vont venir faire une sorte de négociation dans la salle de délibéré, vont négocier et vont pas trancher un litige en droit, mais vont le trancher un peu en équité, en disant bon ben voilà, ça, allez je te le donne, mais tu me donnes tel autre dossier. Et donc moi je dis toujours, vous aurez une chance de voir votre dossier traité juridiquement de manière correcte qu'en cause d'appel. Alors, avec cette particularité que j'ai une spécialité c'est pas une spécialité, mais j'ai une pratique beaucoup dans les dossiers de discrimination et de harcèlement qui sont très peu reconnus en première instance pour des raisons liées à des blocages par les conseillers patronaux. J'ai un peu monopolisé la parole, et pour dire que voilà, c'est en appel qu'on va avoir une décision qui est fondée en droit. Et qu'il y a bien souvent des appels, et il y a bien souvent des retournements de situation en appel. Enfin, je ne sais pas comment tu le présentes. Je suis que toi sur la loterie, mais là où je trouve qu'on peut faire un boulot peut-être plus avec les conseillers prud'hommes, parce que normalement les conseillers prud'hommes salariés sont issus d'organisations syndicales avec qui on travaille assez régulièrement, etc. Et moi, à chaque fois que je dois faire des formations, je sais qu'on fait aussi aux conseillers prud'hommes de ces organisations syndicales, je leur dis l'importance effectivement auquel il faut s'attacher sur le droit, aussi sur le fait que chaque dossier est important, et donc cette négociation qu'ils ont en délibéré, moi je la comprends pas sur tous les dossiers, quoi. Ils ont 7 à 8 dossiers à traiter en disant moi je vais lâcher sur celui-ci, mais toi tu lâches pas sur celui-là. Moi je pense qu'il faut vraiment en faire une position de principe. Ils sont conseillers salariés, alors ça veut pas dire qu'il faut tout le temps donner raison aux salariés, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est qu'à un moment donné sur des points de droit comme la discrimination, etc., je ne vois pas pourquoi ils lâchent. Et en fait, quand tu discutes avec eux, ils t'expliquent on lâche. Parce qu'en fait, le départage à Paris, c'est ce qu'on expliquait. Donc, quand ils ne sont pas d'accord, comme c'est une formation paritaire, on a une autre audience de départage avec un magistrat professionnel qui vient faire l'arbitre, entre guillemets. Et à Paris... Parce qu'en fait, ils sont deux et deux, et ils ne dégagent pas de majorité. Donc, ils se mettent en partage de voix, et il faut qu'il y ait une 5e personne qui vienne faire peser la balance d'un côté ou de l'autre. Et cette autre audience, parfois, c'est 2 ans après. Et donc, les conseillers salariés vont nous dire, en fait, on a préféré vous faire perdre, parce que pour vous éviter ces 2 ans. C'est pas possible, cette logique qui est encore une fois faite par les délais, ça rend une justice qui n'est pas conforme, quoi, et ça donne un message qui n'est pas audible pour les salariés en leur disant en fait vous perdez alors qu'on n'avait aucune raison de perdre. Alors évidemment tous les dossiers ne sont pas de la même qualité, mais je pense que symboliquement ces salariés issus d'organisations syndicales, il faut qu'à un moment donné on puisse avoir un cadre commun, se dire là-dessus on ne peut pas lâcher, là-dessus il faut se battre, là-dessus il faut se donner les moyens qu'effectivement le salarié puisse repartir avec quelque chose. Et ça, au quotidien, c'est compliqué, quoi. C'est que nous, avocats de salariés, parfois, c'est un peu... on se dit, c'est pas possible, quand on ne parle pas la même langue, quoi. C'est clair. Ils sont issus d'organisations syndicales. Alors, je suis désolée, je vais donner un exemple qui m'a scandalisée, mais à Bobigny, là, récemment,
Il y a donc les gens qui ont l'aide juridictionnelle, c'est les gens qui n'ont pas de moyens, et donc c'est l'avocat est payé par l'État. Et donc le Conseil de prud'homme de Bobigny a rendu des décisions condamnant les salariés à un article 700, c'est-à-dire à payer les frais de justice de l'employeur, alors même qu'ils étaient à l'aide juridictionnelle. Donc c'est des gens qui n'ont pas d'argent, déjà, à la base, et on leur impose de payer, en gros, l'avocat, les frais d'avocat de l'employeur. Et moi, ça, je trouve que des salariés issus d'organisations syndicales, je ne comprends pas qu'on puisse prendre de telles décisions, quel que soit le contexte, quel que soit le dossier. Se dire que des gens qui n'ont pas d'argent, on va les condamner en plus à payer leur employeur alors qu'ils ont eu le courage de venir contester une mesure, ça me fait vraiment halluciner pour le coup. Et en plus, j'allais dire, c'est presque pas de la politique. Alors, la politique, c'est pas quelque chose de vulgaire ici, mais c'est presque pas politique. En fait, c'est juste l'application de la loi. Parce que la loi prévoit qu'il faut que ce soit équitable. Est-ce que l'équité commande qu'on impose à cet article 700 de payer une somme, 1 000 € par exemple, les frais d'avocat de l'adversaire? Et en fait, on doit se poser la question, quelles sont les ressources du salarié par rapport aux ressources d'une entreprise? Mais c'est sans commune mesure. Encore moins quand le salarié est à l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire qu'en gros, il a des revenus inférieurs à 900 € annuels mensuels à 900 €. Donc c'est quelqu'un qui est en dessous, qui est au seuil de pauvreté, à qui on impose de payer les frais d'avocat de son employeur, qu'il a eu l'outrecuidance de poursuivre en justice. C'est un délire. Voilà. Ça me rend... Et ça, je pense qu'effectivement, il faut qu'on arrive à trouver un moyen de mieux communiquer avec les conseillers prud'hommes, pas pour leur dire vous devez juger dans ce sens-là ou pas, mais parce que je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord sur nous, conseillers salariés, voilà le socle commun en dessous duquel on ne peut pas descendre. L'application de la loi. C'est ça. Parce que il faut dire quelque chose aussi. Le conseil de prud'homme, il est là pour appliquer la loi qui est issue du Code du travail, qui est un code spécifique qui, en gros, constitue une sorte de dérogation au droit classique. Normalement, le droit classique, comme on l'apprend à la faculté de droit, c'est le droit des obligations, donc le droit des contrats. Les relations sont contractuelles entre deux personnes égales, donc vous avez des contrats commerciaux, vous avez un contrat de bail, la logique contractuelle qui est celle qui est issue en gros de la révolution bourgeoise de 1789. Le Code du travail vient régir les relations de travail, donc le contrat de travail, qui est un contrat dérogatoire. Pourquoi c'est dérogatoire? Parce qu'en fait, c'est une relation qui est déséquilibrée en faveur de l'employeur, qui a des connaissances juridiques, qui a un pouvoir de direction dans l'entreprise, qui a un pouvoir de discipline. Bref, c'est un contrat qui est complètement déséquilibré et les salariés ont besoin d'avoir un certain nombre de droits qui leur est attribué. Une forme de protection. Une forme de protection, voilà. C'est un bouclier. Le Code du travail, c'est un bouclier contre les employeurs malveillants. On peut dire ça comme ça. Et puis ensuite, il y a des employeurs qui sont normalement veillants, sans parler de bienveillance, qui appliquent à peu près la loi et tout le monde s'en porte mieux. Et en fait, le Code du travail, c'est une chose, c'est la loi telle qu'elle est. Elle est très imparfaite, elle a été retouchée plusieurs fois par les différentes réformes, notamment que nous avons citées tout à l'heure, et c'est le Conseil de prud'homme qui vient l'appliquer. Et en fait, nous, juristes, on a une sorte de référence commune, on dit toujours, mais en fait, un droit n'existe pas s'il n'est pas appliqué, si on n'a pas les moyens de le faire appliquer. Et donc, si vous n'avez pas la juridiction qui est suffisamment forte pour venir appliquer la loi, et en fait, votre droit n'existe pas. Votre droit est juste une pétition de principe. C'est ça, c'est un truc fictif qui n'existe pas, qui existe dans un beau livre relié cuir, écrit d'Allos dessus, ou LexisNexis. Et voilà, vous avez... y a des droits qui existent, mais en fait, vous n'en bénéficiez pas. C'est le principe du droit effectif qui n'existe plus dès lors que les conseillers prud'hommes ne le font plus appliquer. Et donc, c'est vrai qu'il y a... il y a là un véritable sujet de formation. Alors, c'est pas pour dire qu'ils sont nécessairement mal formés, mais en tout cas de socle commun, comme tu le disais tout à l'heure, sur l'application de la loi. Il faut être intransigeant sur l'application de la loi, parce que dès lors qu'on lâche un peu, en fait, on lâche au profit des patrons, des employeurs. C'est ce que tu disais en introduction, c'est que c'est un moyen de rétablir une forme de justice sociale
l'application correcte du Code du travail. Alors déjà que là, le Code du travail, effectivement, il protège de moins en moins le salarié, mais si en plus il n'est pas appliqué, enfin vraiment, quel est le sens finalement de laisser des mesures dérogatoires, comme tu le dis, pour protéger les salariés? Parce que historiquement, c'est ce que tu rappelais, hein, c'est un lien de subordination, donc il faut protéger la partie faible, et le fait de ne pas appliquer le Code du travail, ça protège uniquement la partie forte. Donc il faut absolument qu'on arrive à se remobiliser là-dessus. Je pense que c'est urgent. Et sur la question de la formation, c'est pas simple. Effectivement, c'est pas le fait qu'il soit formé ou pas, mais je vais peut-être poser une question provocatrice, hein, mais au vu de la technicité d'un certain nombre de mesures de droit du travail, est-ce que le fait que les conseillers prud'hommes fassent 20 heures de formation en commençant leur mandat, c'est suffisant? Enfin, voilà, je ne suis pas absolument persuadée. Alors, on peut dire quelque chose sans être trop désagréable à leur rencontre. C'est pas désagréable, parce que je pense que non. même pour eux, ça serait mieux d'avoir plus de... Oui, je pense aussi. Il y a eu un renouvellement des conseillers prud'hommes en 2016, parce qu'il y a eu la fin d'un mandat. En fait, le mandat était arrêté depuis très longtemps. Prolongé plein de fois. Et puis, il y a toute une génération en fait, de conseillers prud'hommes qui ont arrêté d'agir, qui ont arrêté d'être comme ça conseillers, parce que c'est quelque chose qu'on fait en plus de son boulot. Hein. En fait, il y a une petite indemnisation, mais c'est quelque chose, c'est des gens qui sont vraiment complètement dévoués au principe du bien commun, hein, on peut le dire comme ça. Et en fait, là, il y a toute une génération de gens qui étaient très structurés, qui avaient eu des formations plus intenses, parce qu'à l'époque, on prévoyait des formations plus longues et plus régulières, qui avaient été elles-mêmes formées par... Voilà. Et il y a une forme de culture comme ça de la lutte judiciaire qui s'est un peu envolée, ou en tout cas on le sent aussi chez les avocats. Hein. Il y a une culture peut-être de la lutte judiciaire qui est moins intense qu'à une époque. Moi, quand je vois les gens qui m'ont formé, ils étaient formés à des écoles avec des gens qui sont... là, j'ai le bouquin de Thiénot Grimbach. Voilà, la défense prud'homale du point de vue des intérêts du demandeur salarié. Voilà. Des gens qui, dans les années 70, se posaient la question de savoir de quelle manière on pouvait défendre politiquement les salariés devant les prud'hommes et de quelle manière on pouvait le faire au maximum. C'est pas juste un boulot alimentaire, c'est le combat d'une vie. C'est un combat politique. C'est un combat politique. Et donc c'est vrai pour les avocats et c'est vrai aussi pour les conseillers prud'hommes qui ont peut-être un petit peu perdu. Et puis on peut dire aussi qu'il y a en termes de représentativité, il y a eu un changement de rapport de force entre la CGT et la CFDT, qu'il y a un syndicat plus réformateur qui est devenu majoritaire. On a moins de syndicalisation aussi. Donc forcément, quand les syndicats ont moins de poids auprès des salariés, leur rôle il est beaucoup moins déterminant dans ce combat, quoi. Donc c'est un travail de fond et global, quoi. C'est pas juste parcellaire mais c'est parfois, effectivement, je te rejoins, hein, désespérant de voir qu'un certain nombre de confrères ne voient ça que comme un truc purement alimentaire, alors que défendre un salarié, ça a du sens, quoi. C'est le rétablir dans ses droits, parce que la base du droit du travail n'a pas été appliquée, quoi. Ouais. Là, sur le coup, l'analyse gramsciste, il se tirerait les cheveux complètement en voyant qu'il y a cette culture populaire qui s'est un petit peu perdue. En tout cas, on a en partie perdu la bataille de la culture populaire, de cette façon d'envisager l'outil judiciaire comme un outil politique comme tout le reste en réalité. C'est ça. Et c'est vrai des avocats, c'est vrai des... Oui, c'est ça. C'est l'outil judiciaire au service du droit des salariés et donc au service d'une forme de justice sociale et de combat politique pour la justice sociale. Et c'est drôle parce qu'on en arrive à un sujet qui fait partie peut-être de nos derniers sujets aujourd'hui, qui est celui de ce juge de départage là, dont tu as parlé tout à l'heure, qui est ce juge professionnel, lui, hein, qui vient faire le 5e homme ou la 5e femme et qui vient trancher en faveur du salarié ou de l'employeur. Il y a des gens qui se posent la question, et je pense que c'est légitime de la poser, dans le cadre notamment programmatique, encore une fois,
la question de l'échevinage. L'échevinage, c'est en gros intégrer un juge professionnel dans le cadre d'une juridiction paritaire. Donc vous gardez le paritarisme, vous gardez les conseillers employeurs, les conseillers salariés, donc qui sont nommés en fait par les organisations patronales. Donc il y a des gens qui sont nommés par le MEDEF, l'IUMM, etc. Et puis des gens qui sont nommés par la CGT, la CFDT, Sud, etc. Qui sont là pour dire le droit, pour juger. Et puis la question donc, de l'échevinage, c'est-à-dire que à tous les stades des prud'hommes, et pas uniquement au stade du départage, il y ait l'intervention d'une personne qui, elle, est une juriste et qui n'a pas d'affiliation syndicale particulière, mais qui est là uniquement pour appliquer le droit. Et ça pourrait être vrai donc, au niveau du bureau de conciliation, peut-être, je ne sais pas si c'est pertinent, au niveau tout de suite, en tout cas du bureau de jugement, pour éviter que l'on perde du temps avec une audience en plus avec le départage, et puis pour peut-être gagner en qualité de décision, je ne sais pas. Je sais qu'au syndicat des avocats de France, notre religion, si on peut parler comme ça, n'est pas faite. Non, ouais, les discussions, c'est vrai que c'est un peu des discussions qui sont intenses, parce qu'en fait, on est beaucoup à être attaché au paritarisme, évidemment, au fait que ce soit des magistrats professionnels qui puissent apporter effectivement toute une partie juridique vraiment dure, entre guillemets, mais en même temps, les conseillers prud'hommes issus, notamment les salariés, ils ont parfois une vision des dossiers qui, à mon sens, n'aurait pas forcément un magistrat professionnel. Enfin, tu vois, des fois, les questions qu'ils posent, etc., toi, tu ne te les ai pas forcément posées, et tu te dis qu'effectivement, c'est peut-être un professionnel qui est capable de se poser cette question-là. Après, sur un certain nombre de dossiers, et notamment, je pense au dossier de discrimination que tu as à traiter, si on a l'intervention d'un magistrat professionnel plus tôt, peut-être qu'effectivement, ça fait gagner du temps aux salariés sur l'application du droit. Sur le bureau de conciliation, on a la possibilité de faire un certain nombre de demandes. Elles sont quand même très rarement acceptées. Peut-être qu'effectivement, un magistrat professionnel qui aurait peut-être moins de difficultés sur est-ce que ça va faire plaisir à l'autre conseiller prud'homme, est-ce qu'après on va pas se retrouver dans une situation de blocage pour les autres dossiers, etc. Parce que c'est aussi ça concrètement, c'est qu'il faut siéger toute une après-midi. Bah, peut-être que le magistrat professionnel, il dit bah non, là, il a besoin de ces documents, donc on tranche. Il a moins d'état d'âme, quoi. Peut-être. Il applique le droit. C'est une vraie question. C'est une vraie question, et ça pose aussi la question en réalité, d'où parles-tu? C'est-à-dire ces conseillers-là qui sont nommés par les différentes organisations patronales ou syndicales. Ces conseillers-là ont-ils apportent-ils des garanties suffisantes d'indépendance par rapport aux personnes qui les ont nommés? Et moi, je sais pas, j'ai envie de porter une forme d'accusation. J'espère que, je pense que la vidéo sera vue par trop peu de personnes pour que ça fasse le buzz, mais et que je sois poursuivi en DIFA. Mais en gros, on sait, ça nous est dit par les conseillers salariés, qu'il y a un certain nombre de conseillers employeurs qui bloquent certaines questions de manière systématique parce que ça leur est demandé par leur organisation patronale. C'est des consignes. Il y a des consignes. Et donc, il y a des consignes, par exemple, en matière de discrimination et de harcèlement, de ne pas faire passer les dossiers. Et vous avez un taux de réussite, à Paris en tout cas, je sais qu'on a de meilleurs résultats en région, à Paris, le taux de réussite en harcèlement, c'est tend vers 0. Et mais je crois... je travaille avec une avocate qui s'appelle Savine Bernard, que tu connais un peu, parce que tu as aussi travaillé avec elle, qui dit toujours, elle a gagné dans sa carrière qui commence à être importante. Je ne te suis pas sur ce propos-là, si tu la traites de... En tout cas, sur le nombre de dossiers qu'elle a eu à traiter, c'est pas forcément dans la durée, mais c'est sur le volume. Je me désolidarise totalement. Pas cool. Elle a eu un dossier une fois, elle a gagné un dossier en discrimination et elle a obtenu 1 euro symbolique. Voilà. C'est vrai. Donc on en est là. Et c'est vrai que sur certains sujets,
Qui sont des vrais sujets de société. La discrimination, le harcèlement, etc. On voit que partout dans la société, ça évolue. Sur le harcèlement sexuel, par exemple, etc., ça choque tout le monde. Mais en même temps, la justice prud'homale ne se donne pas les moyens de traiter ces dossiers-là. Moi, je suis un peu atterrée de voir qu'effectivement, on ne parle que du pénal pour le harcèlement sexuel, alors que la justice sociale devrait être beaucoup plus effective, beaucoup plus efficace, parce que ça permet de prendre des mesures immédiates, de dire à un employeur, vous arrêtez et vous avez une vraie sanction importante maintenant. Donc effectivement sur ces dossiers-là, c'est pas normal que notre société n'arrive pas à évoluer là-dessus, quoi. Parce que ce serait ouvrir pour les employeurs une sorte de boîte de Pandore et qu'en gros tout le monde pourrait s'engouffrer là-dedans. Enfin, il y a cette vision comme ça de créer un précédent. Mais en réalité, si les gens ont envie de saisir pour harcèlement ou discrimination, peut-être qu'en fait c'est une vraie réalité qui correspond à quelque chose qui ne s'est pas forcément développé aujourd'hui, mais dont on a plus conscience aujourd'hui qu'à l'époque où ça faisait partie de la culture, de tout un tas de choses qui aujourd'hui sont devenues, auxquelles on est devenu intolérant. Et c'est un peu aussi je ne sais pas si c'est le futur du contentieux, en tout cas c'est un contentieux qui est amené à se développer et qui doit, à mon sens, connaître des débouchés plus intenses, plus intéressants que ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a ces rugosités des juridictions qui sont aussi dans les têtes et pas uniquement dans les ressources et dans les structures. Il y a une sorte d'interaction systémique entre ce que les gens pensent, ce que les gens font et ce que la structure fait elle-même. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'on voulait se dire. Est-ce que, je sais pas, je te laisserai peut-être le mot conclusif. Simplement, on peut dire que pour que la loi soit mieux appliquée, il faut revaloriser évidemment les conseils de prud'homme, leur filer des ressources, donc c'est de l'argent et c'est des ressources humaines, même si j'aime pas trop ce mot. C'est concrètement des magistrats, des greffiers qui font tourner la baraque et puis défaire toutes les embûches qui ont été faites pour saisir les conseils, quoi. Faciliter l'accès au droit. Ouais, c'est ça. C'est une vraie problématique d'accès au droit, d'accès à ses droits aussi, de pouvoir être dignement défendu à un moment donné quand on a subi une injustice, de la perte de son emploi, parfois dans un climat de violence, d'humiliation, etc., de pouvoir être rétabli dans ses droits. Et effectivement, je pense qu'on peut être rétabli dans ses droits que si, la justice a les moyens de fonctionner correctement, et ça c'est purement matériel, mais aussi si tout le monde prend conscience du fait que le fait de pouvoir permettre à ces salariés d'être réhabilités entre guillemets dans leurs droits, c'est aussi un vrai progrès social et c'est ce qui permet aussi qu'on ne soit pas dans un monde où le grand capital entre guillemets puisse continuer de se comporter de manière aussi peu digne avec les salariés en les utilisant.